Et si aujourd'hui le véritable pouvoir glissait discrètement des urnes et des palais nationaux pour se loger dans chaque molécule de gaz franchissant nos frontières? Ce scénario, loin d'être une simple métaphore, s'incarne dans chaque choix énergétique que nous faisons, consciemment ou non. L'énergie n'est plus un simple dossier technique réservé à quelques experts. Elle façonne désormais la politique, dessine les alliances, rebat les cartes des priorités nationales. Pour s'en convaincre, il suffit de se replonger dans l'histoire du pétrole, dont la géopolitique a bouleversé le XXe siècle, ou d'observer les débats actuels sur le nucléaire et les renouvelables. Chaque molécule de gaz est devenue un argument, un levier, dans cette nouvelle grammaire du pouvoir. Les décisions ne se prennent plus seulement dans les parlements, mais aussi dans l'ombre des conseils d'administration, là où se négocient flux et contrats. Il y a 50 ans, les grandes compagnies pétrolières, les fameuses sept sœurs, pesaient déjà autant que certains États. Et aujourd'hui, ce sont les géants du gaz et de l'électricité qui dictent l'agenda. Ce glissement silencieux transforme le style politique. La communication se fait plus prudente, les silences plus lourds, chaque mot soigneusement pesé. Il suffit de comparer les discours officiels actuels sur l'énergie à ceux des années 90, où l'abondance et la stabilité étaient encore la norme, pour s'apercevoir de ce changement de ton. Derrière ce changement de ton, un bouleversement silencieux se joue. L'énergie recompose les rapports de force, bouscule les souverainetés et redessine l'Europe presque à notre insu. L'exemple des tensions récentes autour du détroit d'Ormuz ou le bras de fer entre l'Ukraine et la Russie en 2006 montre que la moindre perturbation peut avoir des conséquences démesurées. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est risquer de perdre pied lors de la prochaine crise, de voir s'effriter notre capacité à défendre nos emplois, notre niveau de vie et même notre rang sur la scène mondiale. Rappelons-nous la crise pétrolière de 1973. En quelques mois, le prix du baril a quadruplé, provoquant récession, chômage massif et inflation galopante. Car aujourd'hui, chaque variation de l'approvisionnement, chaque décision prise loin des projecteurs peut déstabiliser notre économie, fragiliser nos libertés, ébranler notre sécurité collective. On l'a vu lors de l'hiver 2022, où la crainte d'une coupure totale a conduit plusieurs gouvernements à préparer des plans de rationnement, rappelant de sombres souvenirs de restrictions. Comment l'Europe a-t-elle pu se retrouver piégée dans sa propre dépendance énergétique? Et quelle vérité cachée cette crise a-t-elle brutalement révélée, bien au-delà de la flambée soudaine des factures? Pour comprendre cette mutation, il faut revenir à la dépendance qui s'est tissée entre l'Europe et le gaz russe. Ce fil invisible a longtemps paru solide, jusqu'à ce qu'il se rompe brutalement. On pourrait comparer cette situation à la dépendance qu'entretenait autrefois l'Empire britannique et son pétrole iranien, ou la France et l'uranium du Niger. Derrière chaque facture d'énergie se cache un enjeu bien plus vaste qu'une simple question de montant. En apparence, il ne s'agissait que de chiffres. En réalité, une dépendance profonde s'est nouée lentement entre l'Allemagne et la Russie, au centre des rouages économiques de l'Europe. Depuis plus de 4 décennies, l'Allemagne, moteur industriel du continent, s'est bâtie sur un accès privilégié au gaz russe à bas coût. Cette énergie venue de l'Est a nourri les usines, éclairé les foyers et soutenu une croissance stable, permettant à Berlin de renforcer sa domination économique. Pour illustrer, prenons l'exemple de BASF, géant de la chimie allemande, dont la compétitivité dépendait directement du coût du gaz. Année après année, ce lien s'est resserré. Des accords à très long terme, parfois signés pour plus de 20 ou 30 ans, ont uni fournisseurs russes et partenaires allemands. Les gazoducs géants, comme Nord Stream, sont apparus symboles d'une alliance énergétique solide et assumée. La construction de Nord Stream 2, retardée par des pressions politiques, illustre bien la centralité de ce partenariat. Pourtant, dans les couloirs feutrés des ministères et des sièges sociaux, la politique énergétique était présentée comme une question technique, presque dépolitisée. Le gaz russe représentait le choix le plus logique, fiable, abordable, sans alternative crédible à court terme. Peu de voix, à Berlin ou à Bruxelles, osaient formuler les risques géopolitiques tapis derrière la façade rassurante de la sécurité énergétique. Certains diplomates ou analystes, comme Claudia Kempfer, ont tenté d'alerter, mais leur voix est restée minoritaire. Certes, quelques signaux d'alerte ont surgi. Lors des crises entre la Russie et l'Ukraine, ou quand les prix s'envolaient très brusquement, l'inquiétude pointait. On a timidement évoqué la diversification, tournant le regard vers la Norvège, l'Algérie ou le gaz liquéfié, venu de loin. Mais ces tentatives sont restées marginales face à la puissance du partenariat germano-russe. Ce choix collectif, longtemps confortable, s'est transformé en héritage pesant.
Comprendre cette histoire, c'est mesurer l'ampleur du défi actuel. Sortir d'une dépendance enracinée depuis des générations ne se fait ni sans douleur, ni sans risque de choc brutal. Les débats sur la transition énergétique, l'inquiétude pour le pouvoir d'achat ou la compétitivité industrielle prennent alors une dimension nouvelle. Négliger ce passé, c'est sous-estimer la complexité de la crise présente. L'énergie n'est plus qu'une simple dépense ou un rouage industriel. Elle devient désormais une question de souveraineté, de stabilité sociale, voire de survie politique. On pourrait rappeler ici comment, dans les années 50, l'indépendance énergétique a été posée comme un enjeu vital de la construction européenne avec la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Jusqu'au jour où la réalité géopolitique a percuté de plein fouet le quotidien des Européens. À partir de ce moment, le fragile équilibre s'est effondré. Les événements se sont enchaînés, révélant un continent vulnérable et contraint à des choix radicaux. On a vu dans de nombreux pays les gouvernements improviser des plans d'urgence, comme en Italie où les industries ont été priées de réduire leur consommation de gaz. Quand la vanne s'est brusquement refermée, l'équilibre de toute une société a vacillé sur ses bases. L'hiver dernier, l'indice énergétique allemand a plongé à son plus bas niveau historique. Les chaînes de production ont tourné au ralenti, les vitrines se sont assombries et l'angoisse silencieuse des ménages s'est muée en une vague d'anxiété collective. Les responsables politiques ont tenté de rassurer, multipliant les promesses et les déclarations. Mais derrière ces discours, une vérité brute s'est imposée. Aucune alternative crédible, ni européenne ni américaine, ne pouvait remplacer du jour au lendemain le gaz venu de Russie. Cette réalité s'est traduite par des importations massives de gaz naturel liquéfié, transportés par bateau depuis les États-Unis, mais à un coût bien supérieur et avec des défis logistiques inédits. Les engagements d'importation norvégiennes ou américaines sont restés vagues, freinés par la logistique, la lenteur des négociations et la capacité limitée des infrastructures. Même au sommet de l'État, on percevait que les filets de sécurité étaient bien plus fragiles qu'on ne l'avait admis. En France, par exemple, la remise en service de centrales à charbon a été envisagée en urgence, un symbole fort de l'ampleur de la crise. Dans les couloirs du pouvoir, la tension est devenue palpable. Les grandes envolées ont laissé place à des calculs fébriles, des scénarios de crise, des chiffres alarmants. Chaque kilowattheure économisé ou gaspillé est soudain devenu un enjeu vital, et la nervosité transparaît dans chaque mot prononcé. Les gouvernements ont lancé des campagnes de sobriété énergétique, invitant les citoyens à réduire chauffage et consommation d'électricité. Pendant ce temps, la Russie, loin de fléchir sous les sanctions, a détourné ses exportations vers l'Asie, trouvant de nouveaux partenaires et affaiblissant la position européenne. La Chine et l'Inde, par exemple, ont augmenté leurs achats de pétrole et de gaz russe, profitant de prix avantageux. L'Europe, elle, s'est retrouvée piégée par ses propres choix, forcée de gérer une pénurie qu'elle avait sous-estimée. Les menaces sont multiples, fermeture massive d'usines, perte d'emplois, flambée des prix, mais aussi érosion de la puissance européenne sur la scène internationale. L'incapacité à anticiper ou à s'adapter a ouvert la voie à des bouleversements économiques et géopolitiques sans précédent. L'histoire regorge d'exemples similaires. En 1979, la révolution iranienne avait déjà provoqué une onde de choc comparable sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, la question cruciale demeure. L'Europe saura-t-elle transformer la crise en rebond ou s'enlisera-t-elle dans une spirale descendante ? Mais cette crise ne se joue pas seulement dans les chiffres ou les discours officiels. Ses conséquences s'immiscent jusque dans le quotidien, redéfinissant les contours de la vie ordinaire. Pensons aux hôpitaux qui ont dû s'adapter à des coupures potentielles, ou aux petites entreprises qui ont vu leurs factures multipliées par 2, voire par 3 en quelques mois. Et si la crise n'était que l'amorce d'une métamorphose bien plus profonde ? Car quand le socle énergétique se fissure, c'est tout l'édifice politique et économique du continent qui chancelle. Cette dynamique rappelle, à une autre échelle, l'effondrement du bloc soviétique, dont la fragilité économique fut précipitée par l'incapacité à garantir une énergie abondante et bon marché. À présent, l'Europe s'efforce de trouver des solutions de repli, mais sans la puissance allemande pour entraîner l'ensemble, la mécanique continentale s'enraye. Berlin, autrefois pilier industriel, peine à retrouver son souffle. Ces difficultés se répercutent sur ses voisins, propageant l'incertitude. Par exemple, la production automobile, fleuron allemand, a été ralentie, ce qui a affecté la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, tous fournisseurs de composants. Les annonces de renouveau énergétique s'accumulent.
Les dirigeants multiplient promesses et plans grandioses. Pourtant, sur le terrain, la réalité résiste. Les infrastructures sont lentes à sortir de terre, le coût de l'énergie demeure élevé et l'indépendance paraît s'éloigner à mesure qu'on la poursuit. Les projets d'éoliennes offshore, de centrales solaires et d'interconnexions électriques avancent, mais pas assez vite pour compenser la perte du gaz russe. Simultanément, la carte géopolitique de l'énergie évolue. La Russie, désormais tournée vers l'Est, consolide ses partenariats avec la Chine, l'Inde, la Turquie. L'Europe, elle, s'active en coulisses, mais ces nouveaux équilibres restent précaires, presque virtuels. Les négociations avec le Qatar pour le gaz naturel liquéfié ou avec l'Algérie pour renforcer les livraisons illustrent cette fébrilité. Face à ces secousses, la parole politique se fait plus prudente. Les gouvernements choisissent chaque mot avec soin, conscients que la moindre phrase peut déclencher une flambée des marchés ou ranimer la colère populaire. Les médias, eux aussi, adaptent leur ton, évitant de paniquer la population tout en insistant sur la gravité de la situation. Au cœur de ce tumulte, les citoyens observent, souvent impuissants. Les prix de l'énergie bondissent, puis dégringolent et l'incertitude pèse sur chaque facture. À chaque hausse inattendue, une question se glisse. Jusqu'où cela ira-t-il et notre sécurité économique est-elle menacée ? Les associations de consommateurs comme UFC, Que Choisir, ont reçu des dizaines de milliers de plaintes pour des hausses jugées abusives. Le vrai danger ne réside pas seulement dans un mauvais choix d'alliés ou dans un retard technologique. Il se cache aussi dans la tentation de troquer une dépendance contre une autre, de s'installer dans l'immobilisme. L'Europe risque d'en payer le prix longtemps. Chute de l'emploi industriel, précarité sociale et affaiblissement de la démocratie face à la défiance. L'histoire nous a montré, avec la crise des subprimes en 2008, qu'un choc économique peut déstabiliser durablement une société. Mais alors comment tirer des leçons de cette mutation historique ? Quelles pistes pour les citoyens comme pour les décideurs afin de reprendre la main sur leur avenir énergétique ? Pour comprendre comment l'Europe peut renouer avec la souveraineté énergétique, il faut revenir sur les choix stratégiques passés et explorer les alternatives qui s'offrent à elle. Quelles voies restent ouvertes pour éviter de revivre la même vulnérabilité ? La crise énergétique est bien plus qu'une question de facture ou de technique. C'est une épreuve de résilience et un test de démocratie. Elle révèle que l'énergie est au cœur de nos sociétés, de nos libertés et de notre avenir commun. Songeons par exemple à la crise du charbon en Grande-Bretagne dans les années 80, qui a transformé l'économie et la politique du pays. Prendre la mesure de nos dépendances, c'est mieux se préparer au prochain choc. Chaque tension, chaque rupture, chaque décision politique façonne notre économie et notre rôle sur la scène mondiale. Fermer les yeux, c'est courir le risque d'être pris au dépourvu, parfois au pire moment. Lors de la tempête de 2021 au Texas, l'absence de préparation a plongé des millions de personnes dans le noir, un avertissement pour tous. La transparence et le débat public deviennent cruciaux. Ce n'est plus seulement l'affaire des experts ou des diplomates, chaque citoyen peut et doit comprendre les enjeux, demander des comptes et exiger des explications sur les orientations énergétiques qui conditionnent notre futur. En Allemagne, des assemblées citoyennes sur l'énergie ont vu le jour, preuve que l'implication directe peut faire évoluer les politiques publiques. Face à la crise, de nouvelles portes s'ouvrent, innover, diversifier nos ressources, consommer moins et mieux. L'Europe, secouée par la pénurie, accélère le mouvement vers les économies d'énergie, les renouvelables, et redécouvre l'importance de l'indépendance stratégique. Ces transitions créent des emplois, réinventent l'industrie et renforcent notre tissu économique. L'exemple danois, pionnier de l'éolien après la crise pétrolière, montre que la volonté politique peut transformer une faiblesse en force. Mais aucun progrès ne sera possible sans la vigilance et l'engagement des citoyens. Questionner, surveiller, participer aux choix collectifs. Voilà comment transformer l'impuissance en capacité d'action. L'avenir énergétique de l'Europe se joue autant dans nos foyers que dans les salles de négociation. En France, la rénovation énergétique des bâtiments est devenue un enjeu majeur, mobilisant collectivités, entreprises et particuliers. Aujourd'hui, il faut faire preuve de pragmatisme. Il ne s'agit plus de rêver à un monde sans contraintes, mais de faire des choix difficiles pour préserver, à long terme, notre souveraineté économique et politique. Renoncer à une dépendance, c'est parfois accepter de payer davantage, d'adapter nos habitudes, mais aussi de gagner en stabilité et en autonomie. En Suède, le choix d'un mix énergétique diversifié a permis d'amortir les chocs et de garantir une électricité abordable. Ignorer ces défis, c'est abandonner sa voie de citoyen et s'exposer aux prochaines secousses.
La résilience ne se décrète pas, elle s'apprend et se construit individuellement et collectivement. C'est le sens des plans de sobriété, des coopératives énergétiques locales ou des initiatives citoyennes pour l'autoconsommation. Mais comprendre ces enjeux, ce n'est qu'un début. Comment transformer l'urgence en opportunité ? Comment pouvons-nous, individuellement et collectivement, peser sur la trajectoire énergétique de l'Europe ? C'est maintenant, au cœur du brouillard de la crise, que se joue l'avenir énergétique de l'Europe. Ce moment n'est pas une difficulté de plus. C'est un tournant décisif où chaque choix, chaque silence et chaque négociation dessinent notre futur commun. L'énergie, plus que jamais, s'est imposée au centre des débats publics et de la vie quotidienne. Abandonner notre avenir, c'est accepter la volatilité des marchés, la dépendance accrue envers des acteurs extérieurs, la fragilité de nos emplois et l'érosion de notre souveraineté. À l'inverse, reprendre la main sur notre destin énergétique, c'est préserver la capacité de nos sociétés à innover, à garantir la stabilité et à façonner une Europe qui choisit au lieu de subir. L'énergie n'est plus un simple poste de dépense ni un sujet lointain réservé aux initiés. Elle se retrouve partout, dans le montant de votre ticket de caisse, dans la santé de votre entreprise, dans la sécurité de votre emploi, dans le chauffage de votre logement, dans la respiration même de notre démocratie. Ce brouillard politique et technique est une alerte. Il nous invite à ne pas laisser d'autres décider à notre place, à nous informer, comparer, débattre, à interpeller nos élus et à peser sur les choix qui redessinent chaque aspect de notre quotidien. Nous sommes tous concernés. Ce sont nos libertés, nos opportunités et notre souveraineté qui se jouent pendant les arbitrages d'aujourd'hui. À chacun de prendre part à la conversation, d'exercer sa vigilance citoyenne, de refuser l'indifférence. La crise énergétique n'est pas terminée. Elle continue de redéfinir les règles du jeu. Ceux qui s'engagent aujourd'hui bâtiront l'Europe de demain. Ceux qui détournent le regard risquent de voir leur avenir écrit par d'autres. S'informer, c'est déjà agir. Ne sous-estimons pas notre pouvoir collectif pour écrire une nouvelle page de l'histoire énergétique européenne. L'avenir dépend aussi de vous. Pour agir concrètement, voici quelques pistes à explorer. Premièrement, s'impliquer dans les débats locaux sur l'implantation de nouvelles infrastructures énergétiques. Chaque projet d'éoliennes, de centrales solaires ou de réseaux de chaleur nécessite l'adhésion du plus grand nombre. Participer aux réunions publiques, donner son avis, c'est déjà influencer la trajectoire de la transition. Deuxièmement, soutenir ou rejoindre des coopératives d'énergie citoyenne. En Allemagne, près de la moitié des installations renouvelables appartient à des citoyens ou à des collectivités. Ce modèle renforce la résilience locale et donne du pouvoir d'agir à chacun. Troisièmement, surveiller et réclamer la transparence des contrats d'approvisionnement signés par les États et les grands groupes. Les scandales passés, comme celui des contrats gaziers en Italie dans les années 90, rappellent qu'une vigilance constante s'impose. Quatrièmement, adapter ses propres habitudes. Investir dans l'isolation de son logement, choisir des appareils moins énergivores, privilégier les transports collectifs ou la mobilité douce, autant de gestes qui, multipliés à l'échelle européenne, réduisent notre vulnérabilité. Cinquièmement, exiger de nos représentants des politiques de formation pour les métiers de la transition. La reconversion de travailleurs venus des secteurs du charbon ou du gaz, comme en Espagne ou en Pologne, montre que l'accompagnement social est essentiel pour réussir la mutation sans laisser personne au bord du chemin. Enfin, ne pas sous-estimer la force du collectif. Les mouvements en faveur de la rénovation énergétique, de la sobriété ou de la justice climatique ont déjà fait évoluer des lois, accéléré des plans d'investissement et ouvert des perspectives nouvelles. L'exemple des villes en transition, en Grande-Bretagne, qui ont réduit leur dépendance en s'organisant localement, peut inspirer partout. Rappelons-nous, chaque crise porte en elle la possibilité d'un rebond. L'Europe, confrontée à un choc sans précédent, a l'opportunité de se réinventer, de bâtir une souveraineté énergétique fondée sur l'innovation, la solidarité et la vigilance démocratique. Le chemin sera long, semé d'obstacles, mais il commence par une prise de conscience et par l'engagement de chacun. L'avenir énergétique du continent ne se jouera pas uniquement au sommet des États ou dans les couloirs des multinationales. Il s'écrira aussi, jour après jour, dans nos choix, nos débats et notre capacité à refuser la résignation. La leçon de cette crise, ne plus jamais confondre facilité et sécurité, dépendance et stabilité, confort immédiat et avenir durable. À chaque génération de relever le défi. La nôtre, c'est celui de l'énergie. Saura-t-elle y répondre ? L'histoire désormais attend notre réponse.